Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous parler d'entraînement de préparation à une course. Vous le savez peut-être pas, mais en ce moment je m'entraîne pour un semi-marathon qui va être dans 3 jours. Donc à ce stade la préparation est terminée, j'ai juste à me concentrer sur ma récupération pour être bien en forme le jour de la course. J'ai fait beaucoup de courses du 5 km au marathon en suivant à chaque fois des préparations différentes. J'ai fait beaucoup d'erreurs que tout le monde fait, comme le surentraînement qui ensuite entraîne des blessures. Comme on dit, on apprend de ses erreurs et je crois que c'est la première fois que j'ai fait une préparation où j'ai ressenti aucune douleur, où j'ai écouté mon corps, je l'ai pas repoussé au-delà de ses limites. La question maintenant c'est est-ce que je me suis assez bien entraînée pour atteindre mon objectif? On verra bien. Donc vous l'avez compris, les deux choses à prendre en compte lors d'une préparation pour une course, c'est 1. Éviter les blessures dues au surentraînement et 2. Avoir un entraînement assez efficace, assez intense pour atteindre son objectif. Évidemment, il faut que l'objectif soit bien réfléchi, que ce soit réalisable, parce que si c'est pas le cas, ça va automatiquement entraîner un surentraînement. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous demandez sûrement quelle est la préparation la plus efficace pour vous pour atteindre votre objectif. Pour avoir une bonne prépa, il faut trouver le bon équilibre entre entraînement et récupération. Pour comprendre pourquoi c'est important, il faut comprendre comment le corps et les muscles réagissent à l'entraînement. Pour expliquer simplement, quand on travaille un muscle avec une résistance assez importante, il y a des micro-lésions qui vont se créer dans le muscle. Suite à ça, le muscle va avoir besoin de repos et de nutriments pour se reconstruire encore plus fort dans le but de s'adapter à cette résistance. Donc c'est pour ça que c'est important de suivre un programme progressif parce que le corps essaye constamment de s'adapter à l'effort qu'on lui présente. Et donc pour la course à pied, c'est la même chose. Après un entraînement intense, il faut laisser le temps au corps de récupérer pour qu'il puisse s'adapter à l'effort et progressivement devenir plus performant. C'est un processus qui prend du temps, de bien alterner entre effort et repos. Surtout quand on débute, nos muscles ne sont pas habitués aux impacts, donc même si tu te sens en forme, il faut y aller doucement. Être patient pour éviter les blessures, on en revient toujours à la même chose. Concrètement, comment appliquer ça dans ta prépa? Tout d'abord, il faut savoir que suivant différents facteurs, tu vas avoir besoin de plus ou moins de temps de récupération. Le premier facteur va être l'âge, donc plus on va être âgé, plus on va mettre du temps à récupérer. Le deuxième facteur va être le mode de vie, donc si on a un job sédentaire, stressant, si on a des enfants, un bébé qui nous empêche de dormir la nuit par exemple. Ce qui est important, c'est d'éviter d'enchaîner les entraînements intenses. On évite de faire un fractionné un jour et une sortie longue le lendemain. On laisse un jour de repos entre chaque, ou alors on peut faire une sortie en endurance fondamentale ou alors une activité moins intense. Je l'expliquerai quand on verra la récupération un peu plus en détail. Alors dans certains cas, ça peut être une bonne idée d'enchaîner 2 séances intenses pour habituer le corps à courir sur des jambes déjà fatiguées et essayer de reproduire l'effort, la fatigue qu'on va avoir en fin de course. Mais dans ce cas, c'est bien d'avoir au minimum 2 jours de repos d'affilée après ces 2 jours intenses. Mais c'est une stratégie que je conseillerais seulement à quelqu'un qui court depuis déjà plusieurs années et qui a fait plusieurs courses. Et évidemment, c'est important d'écouter les signaux que ton corps t'envoie. Si tu sens une fatigue générale apparaître ou alors des petites douleurs musculaires, articulaires, surtout on n'ignore pas et on se repose. Vaut mieux sauter 1 ou 2 sorties plutôt que se blesser et devoir arrêter de courir pendant 2-3 semaines ou même annuler carrément son objectif. Alors comment s'entraîner à une course? Quel programme choisir? Quel entraînement inclure dans son programme? Je vous dis tout. Avant de commencer une préparation à une course, un programme, c'est bien de travailler sur son endurance fondamentale. Ce que j'aime bien faire avant de commencer un programme à une course, c'est d'augmenter le nombre de kilomètres que je cours progressivement d'une semaine à l'autre. Donc en faisant uniquement des runs tranquilles à allure lente, donc il faut pas être trop essoufflé, il faut pouvoir maintenir une conversation pendant qu'on court. Et je mets la priorité sur les sorties longues que j'augmente de 1 ou 2 km d'une semaine à l'autre. Alors attention de pas augmenter la distance trop rapidement. La règle, c'est d'augmenter maximum de 10% d'une semaine à l'autre. Donc par exemple, si cette semaine tu cours 20 km au total, la semaine suivante tu vas pas courir plus de 22 km. Et on essaye de limiter cette augmentation à 3 semaines d'affilée. Donc si ça fait 3 semaines d'affilée que tu augmentes de 10%, ensuite tu prends quelques semaines pour t'habituer à cette distance, à ce volume, et ensuite tu peux réaugmenter à nouveau une fois que ton corps s'est habitué. Ça va te donner une bonne base d'endurance pour commencer ta préparation qui va intégrer différentes séances comme des séances d'allure de fractionné. Avoir une bonne endurance va vraiment t'aider à rendre ces séances bénéfiques et en tirer le meilleur. Alors comment choisir son programme? Une fois que tu as défini ton objectif, donc quelle distance faire, tu peux aussi également avoir un objectif de temps et par rapport à ça tu vas pouvoir choisir ton programme. Le mieux si tu sais pas trop ce que tu fais, que tu débutes, c'est bien de prendre un programme déjà
tout fait. Après, je conseille pas forcément de suivre tous les programmes à la lettre. Je pense que c'est bien pour se donner une structure, se donner une discipline pour aller courir quand on a juste un peu la flemme. Mais le problème, c'est que parfois on n'écoute pas son corps et c'est là qu'on peut avoir des risques de blessures. Parce que imagine si un jour t'as mal dormi la nuit, que t'as eu une grosse journée au boulot et qu'ensuite t'as une séance de fractionné à faire le soir. Dans ce cas, ça peut être plus intelligent de switcher en fait cette séance de fractionné avec une séance facile qu'on a plus tard dans la semaine, ou alors de réduire la durée de la séance de fractionné en enlevant quelques répétitions. Évidemment, on fait pas ça toutes les semaines, mais c'est bien de rester flexible suivant sa fatigue pour éviter le surentraînement et donc les blessures. Et évidemment, le mieux, c'est d'avoir un coach qui va te créer un programme adapté et personnalisé d'une semaine à l'autre, qui va s'adapter à ta progression. J'en profite pour vous rappeler que je suis coach, donc si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil à mon site web. Il y a le lien sur ma chaîne YouTube quelque part en description, il me semble. Et j'ai également un programme course à pied dans la partie membres de ma chaîne. Alors, comment se compose un programme pour une préparation à une course? Donc, il y a 2 séances essentielles que tu vas retrouver. La première, ça va être la sortie longue, et ensuite la deuxième, ça va être des travails d'allure à vitesse plus ou moins rapide. Donc pour les sorties longues à faire une fois par semaine, niveau allure, on va un peu plus rapidement que pour une séance de récupération. Il faut que ce soit une allure plus ou moins rapide qu'on peut maintenir confortablement sur une longue distance. La meilleure stratégie, c'est de commencer ton run long à allure lente et d'augmenter progressivement la vitesse tout au long jusqu'à la fin. Donc par exemple, tu peux utiliser les 2 premiers kilomètres de ton run long en tant qu'échauffement, donc en courant lentement à allure de récupération. Et ensuite, on peut augmenter doucement et progressivement jusqu'à la fin. Si tu peux, fais ta sortie longue sur un terrain similaire à ce que tu vas avoir le jour de la course. Donc si tu vois qu'il y a quelques côtes, intègre-les à ton run long chaque semaine pour vraiment avoir l'habitude et que t'aies pas les jambes cassées le jour de la course. Donc personnellement, le semi que je vais courir est dans la ville où j'habite, donc c'est assez facile pour moi, je sais où va le parcours de la course. En l'occurrence, ça va être en bord de mer, du coup j'ai fait toutes mes sorties en bord de mer. Donc c'est assez plat, mais il y a pas mal de vent, donc je suis bien habituée à courir avec le vent dans la gueule. Le deuxième type d'entraînement que tu vas retrouver dans tous les programmes est la course à allure plus rapide comme le fractionné ou alors le tempo run qui est le run au seuil lactique. Alors le tempo run ou course au seuil lactique est comme son nom l'indique, un run où l'allure est à la limite du seuil où le corps produit plus d'acide lactique qu'il n'en élimine. Pour expliquer rapidement, lorsqu'on fait un effort, les muscles vont produire de l'acide lactique qui est une source d'énergie pour les muscles. Donc à intensité faible, les muscles vont produire autant d'acide lactique qu'ils en consomment. Donc il n'y a pas d'accumulation. Mais plus on va augmenter l'intensité, plus la production va être élevée et le muscle ne va pas en absorber autant qu'il n'en produit. Et donc là, on va commencer à avoir une accumulation, ce qui va créer une fatigue au niveau du muscle. Donc le but du tempo run, c'est de rester à une allure qui est à la limite du seuil pour que les muscles puissent s'adapter et être plus efficaces à éliminer, à consommer l'acide. Comment savoir à quelle vitesse courir pour être au seuil? En général, c'est l'allure maximum qu'on peut maintenir sur 1 heure de course. Alors pour ceux qui ont déjà fait des courses de 10-5 km, votre seuil va être 5 à 10 secondes plus lent que votre allure sur 10 km et 15 à 20 secondes plus lent que votre allure sur 5 km. Donc par exemple, si tu as fait un 5 km en 25 minutes, ça fait du 5 minutes par kilomètre, donc ton seuil va être entre 5 minutes 15 et 5 minutes 20 du kilomètre. Alors il y a 2 manières de faire des entraînements au seuil. Donc le premier, c'est de courir en continu entre 20 minutes et 40 minutes maximum, ou alors tu peux le faire sous forme de fractionné long où tu vas faire par exemple 4 séries de 6 minutes avec 2 minutes de repos entre chaque. Le fractionné, lui, va être différent du tempo run parce qu'on va courir à allure plus rapide. Avec le fractionné, on va travailler sur sa VO2 max. Donc la VO2 max, c'est quoi? C'est la capacité maximum d'oxygène que le cœur va renvoyer aux muscles pour ensuite être utilisé en énergie. Il y a 2 choses qui déterminent la VO2 max, la génétique et la forme physique. L'intérêt d'améliorer sa VO2 max par l'entraînement est d'augmenter sa vitesse maximale. Avec ce type d'entraînement, on va faire travailler notre cœur, qui est un muscle, qui va envoyer un volume de sang plus important aux muscles. On va aussi rendre nos muscles plus performants pour extraire l'oxygène du sang pour produire de l'énergie. Pour améliorer ta VO2 max, il va falloir déterminer ta VMA, qui est la valeur maximale aérobie. Pour ça, il va falloir réaliser un test. Celui que j'aime bien faire, c'est le demi-copper. Donc après un échauffement, tu vas essayer de courir la plus longue distance en 6 minutes. Donc par exemple, quand j'ai fait mon test, j'ai fait 1500 mètres en 6 minutes, ce qui me donne une VMA de 15 km/h. Tu
peux ensuite utiliser ce chiffre pour calculer ta vitesse pendant ton fractionné. Donc pour travailler ta VO2 max, il faut que tu sois entre 95 et 100% de cette vitesse. Au niveau de la durée du fractionné, donc le plus longtemps où tu peux maintenir cette allure, le plus efficace ton entraînement sera. Pour habituer ton corps à cet effort, donc c'est bien de commencer ta prépa, alors une fois par semaine en faisant des intervalles courts de 1 à 2 minutes par exemple, et ensuite tu peux progressivement augmenter tes intervalles pour qu'ils soient plus longs de 5 à 6 minutes. Alors maintenant qu'on a vu quel est l'entraînement qui va vraiment t'aider à progresser, il y a le deuxième pilier important, la récupération. Donc il y a différentes choses que tu peux faire pour accélérer ta récupération. La première chose, on en a un petit peu parlé déjà, mais c'est les runs de récupération qu'on va voir plus en détail. Alors ça peut paraître un peu contre-productif d'aller courir pour récupérer d'une sortie course à pied, mais quand c'est fait correctement, un run de récupération va augmenter la circulation sanguine, ce qui va permettre d'apporter plus rapidement aux muscles les nutriments dont il a besoin pour se reconstruire et d'aider à éliminer plus rapidement les déchets comme l'acide lactique. Mais attention de ne pas tomber dans le piège de courir trop rapidement pendant ton run de récupération. Pour ceux qui ont une fréquence cardiaque sur leur montre, on va pas au-delà de 75% du rythme cardiaque maximum. Donc par exemple, si ton rythme cardiaque maximum est de 190 BPM, on reste en dessous de 142 BPM pour le run de récupération. Donc on va à un rythme lent. Si tu sens que tu commences à être essoufflé, c'est que tu vas trop vite. Niveau durée, on n'a pas besoin que ce soit super long, entre 30 et 40 minutes, ça suffit. Si tu ne souhaites pas faire de run de récupération parce que par exemple tu t'es déjà blessé par le passé et souhaites limiter le volume que tu fais pour être plus prudent, dans ce cas tu peux le remplacer par une activité physique qui va avoir les mêmes avantages mais va en plus diminuer l'accumulation des impacts sur les muscles, les tendons, les ligaments, les os. Donc c'est bien de choisir une activité similaire qui va faire travailler le cardio mais sans impact. Donc par exemple comme le vélo ou la natation. Donc si c'est ton cas et que tu suis une préparation que tu as trouvée sur internet, tu peux essayer de l'adapter un petit peu à toi en changeant les runs de récupération par l'activité de ton choix. Une chose qu'on néglige souvent, c'est le retour au calme après une séance intense comme un fractionné. Alors malheureusement, ça va pas t'empêcher d'avoir des courbatures, mais prendre 10 minutes pour courir lentement après ta séance de fractionné va aider les muscles à commencer le processus de récupération et va aussi aider à redescendre l'adrénaline. Alors on l'a compris, bouger à intensité faible aide à la récupération, mais il y a également d'autres choses qu'on peut mettre en place pour optimiser la récupération. Donc la première, c'est de bien s'hydrater et s'alimenter après ces séances. Alors si possible, on le fait dans l'heure après sa séance d'entraînement parce que c'est là où le corps va être le plus efficace pour restocker les réserves de glycogène dans le corps. Alors le glycogène, c'est quoi? C'est la forme de stockage du glucose qui est une réserve d'énergie facilement accessible et donc la source d'énergie favorite pour nos muscles. Ce qui se passe lorsque nos réserves sont épuisées, c'est que le corps va ensuite se tourner vers nos réserves de graisse. Sauf que convertir les graisses en énergie est un processus qui prend plus de temps, ce qui va nous forcer à ralentir le rythme. Donc c'est ce qu'on appelle le mur du marathon à 30 km parce que sur marathon, souvent, c'est à ce stade, à 30 km, que nos réserves de glycogène sont épuisées. D'où l'importance de se nourrir sur marathon et ce, dès le début. Donc on privilégie les glucides dans l'heure après avoir couru et si on peut aussi y rajouter des protéines pour aider les muscles à se reconstruire, à récupérer. Niveau hydratation, c'est bien de prendre l'habitude de s'hydrater pendant qu'on court parce que sur une longue distance, le corps va se déshydrater rapidement et ça va avoir un impact sur les performances. Et pour ceux qui transpirent beaucoup, si vous courez quand il fait chaud, on rajoute un peu de sodium dans son eau pour remplacer le sodium qu'on perd avec la transpiration. Ça va aider à une meilleure réhydratation. Autre chose que vous pouvez faire pour optimiser votre récupération, si vous êtes pas trop frileux, ce sont les bains d'eau glacée. Ça va aider vos muscles à récupérer. Vous pouvez aussi alterner entre chaud et froid si vous avez un peu du mal avec le froid. Pour les bains d'eau froide, il est recommandé de rester submergé entre 5 et 15 minutes pour vraiment laisser le temps aux muscles de refroidir. Pour l'alternance chaud-froid, on fait 2 à 3 minutes dans le froid suivi de 1 à 2 minutes dans le chaud. Alors à préciser que la majorité de ces études ont été faites sur les hommes. Pour les femmes, c'est pas souvent recommandé d'aller trop froid. En général, 15 degrés, ça suffit pour avoir les mêmes effets positifs et éviter d'impacter nos hormones négativement. Et évidemment, la chose la plus importante pour la récupération, c'est le sommeil. Alors je sais que pour la majorité d'entre nous, c'est difficile de privilégier le sommeil et dormir suffisamment, surtout quand on a des enfants. Le stress de notre quotidien empêche souvent de faire de bonnes nuits de qualité. Mais il faut savoir que la fatigue accumulée va empêcher à notre corps de totalement récupérer et ça peut être un facteur qui contribue au surentraînement. Ça va également impacter le système
système immunitaire, donc vous allez peut-être tomber malade plus facilement. Ce qu'on peut faire pour améliorer la durée et la qualité du sommeil, c'est de diminuer, voire stopper la caféine et l'alcool. Et ce, surtout en fin de journée. Ça peut aussi être efficace de mettre en place une routine au moment du coucher. Donc on l'entend partout, on évite les écrans le soir, on peut lire un livre à la place. On a besoin au minimum de 7 heures de sommeil et si tu t'entraînes pour une course, t'as sûrement besoin de plus. Donc on essaye de planifier son heure de coucher par rapport à l'heure à laquelle on doit se réveiller. Plus on va se rapprocher du jour de la course, plus c'est important de faire des bonnes nuits pour vraiment être en forme le jour de la course. Si tu as la possibilité de faire des siestes, ça peut être une bonne stratégie pour rattraper du sommeil en retard. Parfois juste 20 minutes, ça suffit et va être bénéfique. Alors comment savoir si on est en surentraînement? Le surentraînement survient lorsqu'on enchaîne plusieurs jours, plusieurs semaines d'entraînement intense, sans laisser le temps au corps de récupérer et de s'adapter à l'entraînement. Il y a plusieurs signes qui apparaissent avant d'être en surentraînement, comme une augmentation des douleurs musculaires générales, moins de sommeil de qualité, un système immunitaire bas, une irritabilité, une fatigue à l'entraînement, une baisse de motivation, une baisse de l'appétit et des sautes d'humeur. On va aussi avoir l'impression que toutes les séances paraissent beaucoup plus dures que d'habitude. Si tu commences à voir ces signes, souvent 1 ou 2 semaines de repos, ça suffit pour récupérer et ensuite reprendre la préparation sur de bonnes bases. Quand on ignore ces signes, c'est là où on va être en surentraînement, qu'on va arrêter de progresser et que le risque de blessure va être élevé. Alors je vous ai fait un post sur ma chaîne où je vous ai demandé si vous aviez des questions sur la course à pied, donc on va y répondre tout de suite. Alors première question, salut Margot, j'ai une question sur la course à pied, est-ce qu'il faut toujours s'échauffer avant? Alors la réponse est oui, après quoi faire comme type d'échauffement? Donc l'idéal c'est de courir 10 à 20 minutes, donc la durée ça dépend de la température extérieure, s'il fait chaud 10 minutes suffit, s'il fait froid 20 minutes ce sera mieux. Donc le but c'est de chauffer les muscles en douceur et c'est surtout important sur les séances de fractionnés. Donc on va à un rythme lent et ensuite on peut faire des étirements dynamiques comme des balancements de jambes par exemple avant de commencer sa séance. Alors je vous avoue perso, je fais pas forcément les étirements dynamiques, donc après faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ok, deuxième question. Coucou, j'ai commencé à courir et j'ai super mal juste en dessous du genou droit. J'ai vu que c'était une douleur courante chez les coureurs débutants, est-ce que tu as des conseils? Alors je te conseille d'aller voir un ostéo ou un physio spécialisé sport. Ça m'était déjà arrivé il y a quelques années quand j'ignorais les signaux que mon corps me lançait. Et en fait le problème c'est que j'avais le tendon donc à l'extérieur du genou qui frottait en fait sur l'articulation de l'os et du coup le tendon était inflammé. Donc j'ai été voir un ostéo spécialisé sport qui m'a du coup fait des manipulations et qui m'a aussi montré comment mettre des bandes adhésives à mettre quand je courais pour empêcher mon tendon de frotter. Donc je te conseille de voir quelqu'un qui va pouvoir te donner des conseils adaptés pour toi et pour ton problème spécifique. Et évidemment si tu as mal, arrête de courir pour laisser ton genou au repos et diminuer l'inflammation. Et quand tu pourras reprendre la course, donc comme je disais précédemment, vas-y, progressivement, on augmente doucement d'une semaine à l'autre pour laisser le temps au corps de s'adapter. Ok, question suivante. L'entraînement pour la course à pied, tu t'es préparé toute seule ou tu avais un coach pour te donner des conseils avant le jour J? Donc comme je disais, je suis coach, donc j'ai suivi mon programme semi-marathon qui est disponible avec le programme course à pied dans la partie membre de la chaîne. Après j'ai adapté quelques séances à moi suivant comment je me sentais. Prochaine question, où trouver un soutien-gorge de sport adapté aux fortes poitrines? Alors, je suis pas forcément la mieux placée pour répondre à cette question parce que j'ai pas de forte poitrine, mais ce que j'aime bien utiliser pour courir, donc ce sont les brassières avec une bretelle un petit peu plus épaisse comme ici et où on peut aussi ajuster au niveau du dos. Donc ici, je sais pas si vous voyez bien parce que c'est noir, on peut ajuster l'écartement, on peut également ajuster les bretelles. Donc c'est le mieux je pense pour vraiment adapter, être bien maintenu. Et dernière question, comment peut-on faire pour soulager les jambes? À ce jour j'ai les pieds qui s'engourdissent pendant que je cours. En termes de renforcement, comment je dois faire? Donc pour les pieds qui s'engourdissent, alors ça peut être dû à tes chaussures qui sont peut-être trop petites ou trop serrées, donc essaye de desserrer les lacets pour voir comment c'est. Tu peux aussi peut-être essayer les chaussettes de compression pour aider la circulation sanguine au niveau des jambes. Alors ensuite pour le renforcement, donc c'est bien de muscler les jambes, donc les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets avec des exercices avec des haltères, donc vraiment pour muscler le muscle, pas besoin d'aller hyper lourd, on n'est pas là pour faire du bodybuilding, mais juste pour
muscler, maintenir, éviter les blessures. On va aussi également faire des exercices pour renforcer la sangle abdominale et on va aussi travailler nos appuis, donc en faisant des exercices d'équilibre pour renforcer notre cheville. J'ai quelques séances sur ma chaîne spécialisée course à pied, donc n'hésite pas à y jeter un œil. Je pense pour que ce soit plus facile, tu peux chercher sur la barre de recherche renforcement, course à pied, Margot Fitness, et je pense que tu devrais tous les trouver. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a un autre sujet que vous souhaitez que j'aborde en détail comme dans cette vidéo. Et je vous dis à bientôt!